Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la protection des données personnelles. Donc, c'est sur PC et Mac et les implications de la RGPD dans ce domaine. Donc, en fait, on va parler de notre solution qui s'appelle ConnectedMX. On va aussi aborder un petit peu rapidement la polémique entre synchronisation et sauvegarde. Et on reviendra aussi sur la protection contre les virus. Donc, le tout, encore une fois, dans le cadre de la RGPD. Donc, je m'appelle Serge Ardouin et je suis avec mon collègue Alex Gendry et nous sommes donc consultants avant-vente sur l'offre qu'on appelle Information Management and Governance. Alors, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le bouton mute. Donc voilà, avant tout, on va dire quelques mots sur la RGPD. Comme vous le savez, elle est entrée en fonction depuis quelques jours. Donc ce qu'on va faire, on va revoir un petit peu les définitions, les implications et le texte. Donc la définition, vous le savez pertinemment, RGPD, ça veut dire Règlement général pour la protection des données. Donc c'est une directive européenne donc, qui a été décidée en décembre 2015 et qui s'applique dès maintenant. Donc ça y est, elle est rentrée en vigueur. Et elle adresse donc tout ce qui collecte, traite et stocke les données personnelles. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est la protection de la vie privée et des données personnelles. Donc, encore une fois, la sauvegarde des données permet déjà de mettre en place quelques étapes vers la RGPD. D'accord? Alors maintenant, vous avez déjà vu certainement cette image de ce serpent. En fait, c'est les étapes en fait qui vont vous conduire de pratiquement rien vers la mise en œuvre ou au moins d'une démarche ou alors la mise en œuvre complète de la RGPD. Donc, il y a 2-3 points qui sont essentiels là sur ce schéma-là. Le premier point, donc, c'est quelque chose qui est très important, dont on parle constamment avec tout ce qu'on entend là sur les histoires avec Facebook et autres, c'est le fameux droit à l'oubli. Donc c'est très important, le droit à l'oubli, je vous rappelle, c'est la possibilité qu'a tout citoyen européen de demander à n'importe quel organisme de détruire toutes ses données personnelles et de faire la preuve qu'elles ont été détruites. Et le dernier point, là, celui qui est encadré en rouge, c'est très important, c'est les risques qu'on a si on n'est pas conforme à la RGPD. Les risques sont importants, c'est des amendes, c'est évidemment, il faut notifier les brèches de sécurité, et c'est aussi quelque chose qui est un peu moins visible, c'est une publicité négative sur l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir le document entre les mains, donc c'est un document d'une centaine de pages qui comporte 2 parties. Donc la première partie, c'est des paragraphes qui décrivent précisément ce que sont les données personnelles, comment les identifient, les traitements, ce qui est autorisé ou pas, etc. Et la deuxième partie, c'est les articles. Donc ces fameux articles, justement, qui constituent le règlement. Alors, on a essayé de travailler, donc on a travaillé avec nos juristes et nos lawyers en interne pour voir à peu près comment on pouvait lier donc certains articles à la protection des données et surtout à la sauvegarde des données. En gros, l'idée de base, c'est de dire, voilà, si on met en place des procédures de sauvegarde qui sont orientées RGPD, est-ce qu'on peut avoir le tampon RGPD, le tampon conformité? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va analyser la solution, mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse, c'était un peu aussi dans le titre du webinaire, synchronisation et sauvegarde. Donc, c'est important d'aborder cet aspect de synchronisation parce que la synchronisation, on est d'accord, elle offre beaucoup d'avantages, mais elle présente un inconvénient majeur, c'est qu'elle ne met pas à l'abri des virus et des attaques. Donc pourquoi? Parce que les données, elles sont en ligne et en général, elles ne sont pas cryptées. Or, dans la RGPD, un point important, c'est protéger les données contre les attaques de tout type. Alors, j'ai dressé un petit tableau là de comparatif entre sauvegarde et synchronisation. Je pense qu'on peut être tous plus ou moins d'accord sur les définitions. En fait, la principale différence entre les deux, c'est que la sauvegarde,
ça crée une copie secondaire des données. Alors, on parle des données qui sont stockées sur vos PC ou sur vos Mac, et on les met hors ligne. Donc, elles ne sont pas accessibles directement. Alors que la synchronisation, ça permet d'avoir accès justement à ces données directement et en ligne. Alors, autre différence aussi, c'est que la sauvegarde peut englober toutes les données. Et en général, on englobe pratiquement toutes les données de notre PC, alors que la synchronisation, on peut faire ça que sur du spécifique. Donc, si on fait le bilan, on s'aperçoit que pour la protection contre les virus et les cyberattaques, donc ça nous met en conformité avec cet article 20. Alors l'article 20, il est un peu flou, il parle de la portabilité des données. Alors portabilité des données, dans le monde de la sauvegarde, ça veut dire que je prends mes données, je les mets sur un support sécurisé, et si jamais mes données initiales sont détruites ou sont attaquées par un virus, eh ben je peux les restaurer. Donc j'ai pas perdu des données. Donc en tant qu'administrateur de la solution, je peux garantir à mes utilisateurs que les données ne sont pas perdues, et donc les restaurer à un instant donné. Voilà, donc en fait, si on fait un petit peu le bilan de ce que veulent les gens, donc ça c'est des sondages qu'on a fait, c'est en fait en général les entreprises, les organismes veulent protéger toutes leurs données, ça on est d'accord, mais elles ne veulent pas partager toutes les données, simplement une petite partie. Donc en gros là, pour vraiment résumer, c'est la synchronisation, donc c'est quelque chose d'actif, hein, c'est on décide nous-mêmes de synchroniser, mais on ne synchronise que quelques données, quelques fichiers. Alors que la sauvegarde des PC, elle est passive, c'est-à-dire que c'est un traitement d'arrière-plan, mais elle concerne, alors j'ai dit toutes les données, elles peuvent concerner toutes les données. On peut aussi faire un filtre, on n'est pas obligé de sauvegarder les DLL et puis les fichiers système. Mais néanmoins, voilà, c'est la différence. Alors, une autre différence importante, c'est dans le cadre toujours de cette RGPD, les données doivent être protégées, d'accord? Toutes les données doivent être protégées. Et surtout, si je perds mon PC, si on me vole mon PC, si je casse mon PC, je dois pouvoir récupérer toutes mes données. C'est-à-dire que l'entreprise, l'organisme, doit me donner la possibilité de récupérer mes données. Donc là, maintenant qu'on a vu un peu la différence entre les deux, il se trouve que la solution dont on va parler, donc ConnectIDMX, c'est une solution qui fait la sauvegarde des données sur PC et Mac, qui permet de synchroniser des données entre différents systèmes. Par exemple, je peux synchroniser mes données entre mon PC et mon smartphone, ou mon PC et ma tablette. Et je peux aussi partager des données. Donc, partager des données dans un groupe qui dispose de la solution ou dans un groupe qui ne dispose pas forcément de la solution. Et on verra comment. Donc, cette solution Connected, elle est à notre catalogue depuis plus de 15 ans. Donc elle a deux versions. Il y a une version qui est plutôt sur site en premise qui s'appelle Connected Backup et l'autre version qui est en mode service, en mode SaaS, qui s'appelle Connected MX. D'accord. Donc encore une fois, c'est très important de revenir sur ce sujet-là. C'est dans le monde de la RGPD, il faut rendre les données le moins vulnérables possible. Donc protéger les données des utilisateurs en cas de perte essentiellement. Alors, ConnectIDMX, en fait, c'est une solution qui est assez intéressante parce qu'elle permet d'accéder aux données une fois qu'elles sont sauvegardées. On peut y accéder de n'importe où, n'importe quand. Donc n'importe où, ça peut être même via une interface web, n'importe quand parce qu'elles sont toujours en ligne. Et c'est une solution donc qui permet de récupérer des données en cas de perte. Donc j'ai écrasé un fichier, j'ai une interface self-service, je récupère le fichier, il y a du versionning, il y a des sauvegardes en fonction du temps et des versions. Ultra simple, en mode libre-service. Alors, elle permet évidemment de se protéger contre les virus, les ransomware. Alors, ça veut dire quoi se protéger contre les virus? Ça veut dire que on peut très bien être attaqué. Si notre PC est complètement gelé ou on ne peut plus accéder aux données, c'est pas grave, on va réimager le PC et réimporter ces données. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à payer ces fameuses rançons. Donc en fait, l'idée de la solution, c'est de la simplicité. Alors, dans la simplicité, hein, on a mis ça sous la forme améliorer la productivité. En fait, c'est plutôt le côté simplicité qu'il faut voir. Alors la simplicité, c'est que une fois que les politiques, les règles de sauvegarde sont mises en œuvre, tout se passe en arrière-plan et on est en mode ce qu'on appelle CDP, comme Continuous Data Protection.
Donc, je travaille sur un fichier pendant 10 heures, mon fichier sera sauvegardé également. Et un point important, c'est que avec ConnectedMX, on peut évidemment sauvegarder les données des PC, on peut aussi les partager et les synchroniser. Et ces trois opérations, ces trois actions sont ultra sécurisées et on va voir comment. Alors, question simple, et comment ça marche? Alors, à gauche, on a le point de vue de l'utilisateur, à droite, le point de vue de l'administrateur. Donc, les données au milieu donc sont sauvegardées dans un data center. Donc, on a des contrats avec Amazon, pour Amazon Web Services, et on est actuellement, on est en train de, on a la possibilité plutôt d'avoir une bonne approche de la souveraineté des données, puisque le data center qu'on utilise en Europe, il est en Europe. Pour nos collègues américains, le data center utilisé est aux États-Unis. Donc, on a une certaine forme, une bonne approche de la souveraineté des données. Alors, côté utilisateur, c'est simple, hein, on a de la synchronisation, du partage, on a de la collaboration, partage interne ou externe. Hein. Si par exemple, je veux vous envoyer la présentation, ben, je peux utiliser ConnectedMX et vous recevrez un mail en disant voilà, pour récupérer la présentation, cliquez là. Mais avant que j'ai pu partager cette présentation, il y a un filtre qu'on verra tout à l'heure. D'accord, donc j'ai sauvegardé mes données sur mon PC, je peux les restaurer sur ma tablette ou y accéder sur mon smartphone. Je peux aussi me connecter via une interface web pour voir toutes mes données sauvegardées. Côté administration, là, on a toutes les règles à mettre en œuvre et on verra lesquelles. On gère aussi les utilisateurs, les groupes, les rôles. Et aussi, et là c'est très important dans le cadre de cette RGPD, on fait du reporting, donc du suivi. À chaque instant, on sait quelles données sont à risque ou pas. Donc justement, pour finir sur ces articles 32 et 44, donc c'est 32, c'est la sécurité des traitements. Alors avec ConnectedMX, dès que les données quittent votre PC ou votre Mac, elles sont dédupliquées, donc compressées, et elles sont surtout chiffrées. Et cette clé de chiffrement appartient à un utilisateur. Même l'administrateur n'a pas accès au contenu des données. Ça, c'est super important. Et l'article 44, c'est les transferts. Les transferts, tous les transferts de données sont sécurisés parce qu'on ne transfère que des données à la fois dédupliquées et chiffrées. C'est deux points qui sont ultra importants dans ce cadre-là. Alors, si maintenant on se administration, donc on va voir comment l'administrateur peut gérer sauvegarde, partage et synchronisation. Alors juste un point d'abord sur l'interface graphique. En fait, l'interface graphique, que ce soit pour l'administrateur ou l'utilisateur, c'est le même. La seule différence, c'est qu'il y a des onglets qui n'apparaîtront pas côté utilisateur. Par exemple, la gestion des règles. Seul l'administrateur peut gérer et créer les règles. D'accord? Donc les règles, il y a trois types de règles avec des icônes assez significatives. Donc des règles pour la sauvegarde, des règles pour le partage et des règles pour la synchronisation. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est de manière assez simple comment on peut créer une règle de sauvegarde et le plus important, c'est comment s'assurer que cette règle-là, elle va être conforme à la RGPD. Donc, je me tourne vers Alex et je lui pose la question. Alors, lors de la création d'une politique de backup dans ConnectedMX, vous allez pouvoir filtrer les données à sauvegarder et ainsi exclure les documents ne tombent pas dans la catégorie de données personnelles. Et au travers de ces politiques que l'on peut rendre spécifiques à l'ensemble d'une société ou à un groupe ou seulement un utilisateur, on va pouvoir exclure donc des types de documents ou encore des dossiers spécifiques pour se conformer à GDPR et du coup seulement protéger les données nécessaires. Ok, merci. Alors, justement, les règles de ça, on va rentrer dans le détail, mais avant de repasser la parole à Alex, juste les articles 5, 6, 25, 32, tout le monde ne les connaît pas par cœur, mais en gros, ils ont trait au traitement des données personnelles. Donc, c'est la protection contre la perte, c'est les durées de conservation, c'est les données à caractère personnel, bien évidemment, c'est les protections par défaut et le chiffrement. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste justement une règle de sauvegarde?
Alors, la mise en place de ces règles, donc l'exclusion ou la possibilité d'inclure certains types de documents, va permettre une conformité à plusieurs articles de la GDPR, comme ceux que tu viens de citer. Par exemple, la sauvegarde des données va couvrir, par exemple, l'article 5 pour la protection contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, encore l'article 25 sur la protection des données par défaut, ou encore l'article 32 sur la sécurité du traitement, car les données sont chiffrées dès qu'elles passent sur le réseau. D'accord. Alors, un point qui est important, c'est quand je fais des sauvegardes, évidemment, il y a forcément des règles de rétention et comment je peux m'assurer que justement je suis toujours dans ce fameux cadre de la RGPD avec les règles de rétention. Alors, avec CMX, on va pouvoir sélectionner le nombre de versions de documents qu'on va conserver. Ceci limite donc la rétention de ces données, ce n'est pas un archivage à long terme. Et ainsi, on est conforme à l'article 6 de la GDPR qui traite de la licéité du traitement et limite les durées de conservation des données. Il est aussi possible à un administrateur de supprimer les données d'un utilisateur en totalité ou en partie pour se conformer à l'article 17 de la GDPR, à nouveau sur le droit à l'effacement ou le droit à l'oubli. D'accord, donc là on a vu assez rapidement la partie règle de sauvegarde, c'est très simple à mettre en œuvre. On peut adapter une règle de sauvegarde à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs ou carrément à tous les utilisateurs. Donc on a la granularité, c'est l'utilisateur. Maintenant, pour la synchronisation, donc la synchronisation, donc c'est pouvoir partager des fichiers entre différents systèmes. Par exemple, voilà, j'ai ma présentation là sur mon PC. Je pars en clientèle, évidemment, j'oublie mon PC. Elle est synchronisée sur mon smartphone. Ah, attendez, un petit problème. Voilà. Donc, elle est synchronisée sur mon smartphone. Et ben, je peux y accéder sur mon smartphone. Mais alors voilà, comment je comment je suis conforme à la RGPD si je peux synchroniser n'importe quoi, a priori, ou pas? Donc, avec Alex? CMX, les politiques de synchronisation vont permettre de limiter les actions des utilisateurs sur la synchronisation de leurs données. Un administrateur va pouvoir limiter les types et profils de fichiers qu'un utilisateur pourra synchroniser. De plus, il pourra autoriser ou bloquer les téléchargements, l'upload ou le visionnage de ces fichiers depuis un ordinateur, un smartphone ou le web avec l'application web. Ces restrictions sont applicables à nouveau soit sur l'ensemble des employés, un groupe ou un utilisateur. On va donc pouvoir, par exemple, interdire le téléchargement des données de l'entreprise sur le mobile, souvent perdues ou volées, et ainsi prévenir la fuite des données importantes ou personnelles dans le cas d'une perte ou du vol d'un téléphone. Il est aussi important de noter que l'on peut voir cette synchronisation, enfin qu'il faut voir cette synchronisation comme une synchronisation sécurisée grâce au chiffrement de ces données et donc assurer la protection de ces données synchronisées conformément à la GDPR. Alors, synchronisation, on l'a vu. Maintenant, le partage est encore plus délicat que la synchronisation, parce que on peut, à la limite, partager, enfin, j'exagère un peu, mais partager n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, comment faire justement dans ce cas-là pour éviter ces fuites de données et ces fuites de données surtout personnelles et donc forcément stratégiques. Alors, en effet, la fonctionnalité de partage de Connected Amix permet de partager des fichiers avec d'autres personnes, qu'elles soient utilisateurs de CMX, donc internes à votre société ou non. Pour assurer la sécurité de cette fonctionnalité et donc la conformité sur le traitement des données personnelles, CMX va filtrer les fichiers partagés et chercher les données personnelles dans ces fichiers, comme un nom, un prénom, une adresse, des informations bancaires ou autres. Si CMX détecte des données personnelles, dans ces fichiers, alors l'employé qui souhaite partager ces données en sera notifié et pourra donc réagir en fonction. Tout ceci est logué, donc tracé, et permet de justifier les traitements sur les données personnelles dans le cadre d'un audit pour la GDPR ou autre raison. Alors justement, là, on a mis en place une petite simulation. Par exemple, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et comment je peux éviter de partager n'importe quoi avec n'importe qui? Donc, par exemple, je veux partager un de mes documents,
là, je vais vouloir partager content information .docx. Je vais sélectionner ce fichier et ensuite cliquer sur l'onglet partage ou share. Ensuite, je remplis le cadre habituel. Je décide à qui je veux partager ce document en indiquant son ou les adresses mail des différents destinataires. Je vais laisser un message et décider de l'expiration de ce partage. Ensuite, très rapidement, je vais recevoir une alerte dans mon espace de partage qui va m'indiquer que certains documents partagés vont avoir besoin d'être vérifiés et je vais voir pourquoi ce fichier n'a pas été partagé, pourquoi il a été bloqué. Et ici, la raison est que le fichier contient un nom, une adresse et des données que je ne suis pas censé partager. Je vais alors pouvoir sélectionner, décider si jamais je veux partager ces documents ou non. Si j'utilise le fichier, les champs posant problème sont alors surlignés en jaune et donc on a un filtrage intelligent basé sur l'analyse du contenu. On aide alors l'utilisateur dans son travail, on lui donne des informations précises sur la raison du blocage de son partage et on renforce donc la sécurité de l'entreprise tout en limitant l'impact sur l'utilisateur. Donc comme ça, voilà, on est au niveau partage, il y a un filtre en amont qui est effectué pour permettre justement d'éviter les fuites de données confidentielles. Alors, on a vu un peu la partie, disons, un peu le côté utilisateur. Maintenant, pour l'administration pure, donc l'administrateur, on a vu qu'il pouvait mettre en place des règles, ça on vient de le voir, mais maintenant, l'administrateur peut gérer des utilisateurs. Alors, justement, comment faire pour justement gérer les utilisateurs, en créer et leur donner certains droits ou pas? Alors, on va pouvoir limiter les différentes fonctionnalités qu'un utilisateur aura le droit de faire. Avec CMX, on peut par exemple autoriser ou non un utilisateur à accéder et télécharger ces données qu'il a sauvegardées. Mais en tout cas, il pourra seulement accéder qu'à ces données. Il ne pourra en effet pas avoir accès aux données d'un autre employé. Et de plus, l'administrateur ne voit pas le contenu des données des employés qu'il administre, de manière à restreindre les risques de fuite ou en tout cas d'accès à des données par des utilisateurs qui n'en auraient pas le droit. D'accord. Alors, juste l'article 20, c'est un article qui est assez, comment dire, assez intéressant. Il adresse la portabilité des données. Donc, peut-être que vous allez penser que le lien entre ConnectedMX et la RGPD est un petit peu capillotracté, mais en fait, on a travaillé pas mal parce qu'on est aussi, nous, soumis à cette fameuse RGPD. Donc, on a travaillé avec des juristes et des cabinets de conseil. Et le volet protection des données est essentiel, justement, dans cette approche de l'RGPD. Quand je dis essentiel, on peut très bien avoir des failles dans la RGPD si les données ne sont pas protégées de manière optimale et sécurisée. Donc, alors maintenant, dernier point sur la partie administration, c'est OK, il y a du reporting, mais à quoi le reporting va me servir, par exemple, pour les données personnelles? Comment je peux l'utiliser justement? Alors, le reporting intégré à CMX permet d'avoir une traçabilité forte sur les données protégées et sur les actions réalisées. On va avoir des logs et autres sur les sauvegardes, les synchronisations et les partages. Et on va pouvoir en particulier avoir un reporting sur les données personnelles partagées. Ce reporting permet d'avoir une vision rapide sur la quantité de données personnelles partagées et entre quelles personnes, en interne ou en externe, à l'organisation, de manière à pouvoir répondre sur les différents traitements et partages des données personnelles qu'il y a eu au travers de CMX. D'accord, donc on va attaquer un peu la conclusion. Alors la conclusion, elle est un peu plus longue qu'un seul slide. C'est simplement, on va élargir le spectre en fait. Alors pourquoi on va élargir le spectre de notre approche de la RGPD? Surtout à cause de cet article 83. Donc l'article 83, voilà, c'est des amendes à payer si on n'est pas conforme. Alors, est-ce qu'on va payer des amendes? En fait, on peut éviter d'en payer si on met en place une démarche si possible, outillée. Donc, comme vous pouvez le deviner, je vais vous parler un petit peu de notre approche, notre méthode pour justement
mettre en place une démarche qui nous amène vers la RGPD. Alors, l'article 83, ok, c'est des amendes. Donc nous, pour éviter les amendes, voilà, ce que nous qu'on propose, c'est initier une démarche. Donc initier une démarche en amont ou en parallèle de la sauvegarde, bah, ça va consister à identifier ces fameuses données personnelles. Si on arrive à les identifier en amont, eh ben, on va s'arranger pour que on ne sauvegarde spécifiquement que ces données-là. Sinon, on va tout sauvegarder et dans la sauvegarde, on va trier entre les données personnelles et les données non personnelles. Donc en gros, en amont, on a donc deux solutions, une qui s'appelle Control Point pour la partie cartographie, identification des fichiers, et Structure Data Manager, c'est identification de données personnelles en environnement base de données. Et évidemment, avec ces deux solutions, on associe la sauvegarde. Donc dans ce cas-là, c'est ConnectedMX. Pour les serveurs, ça sera Data Protector. Alors, on a déjà fait un webinaire sur la partie RGPD et sauvegarde. En fait, en gros, c'est ce slide-là qu'on avait déroulé avec un peu plus de temps. Mais voilà, pour revenir, notre démarche, elle est simple. Elle consiste d'abord à identifier les sources. Donc, voilà, c'est quelle source de données dispose-t-on dans notre entreprise, dans notre organisme. Après, on va typer. Alors, typer, ça veut dire, c'est simple, hein, c'est soit structuré, soit non structuré. Donc, c'est soit des bases de données, soit des fichiers, en gros. Après, on va classifier. Donc, les données qui entrent vraiment dans le cadre de la RGPD, des données qui ne sont pas du tout dans le cadre, et des données, par exemple, dont il est intéressant de se débarrasser. Hein. Par exemple, on a parlé de droit à l'oubli. Ben, le droit à l'oubli, c'est qu'il faut détruire les données. Donc, il faut vraiment les enlever. Et une fois qu'on a fait cette classification, ben, on va appliquer des règles. Donc, appliquer des règles, ça va être simple. C'est déplacer, détruire, anonymiser, conserver. Alors, sauvegarder. Alors, on a fait un distinguo entre conserver et sauvegarder parce que la sauvegarde, c'est le fait de protéger les données, mais de manière qu'elles ne soient pas en ligne. Donc, encore plus difficile d'accès que des données en ligne. Après, on a notification, évidemment notifier, hein, les fameuses 72 heures de répit pour notifier d'une attaque, et crypter. Et une fois qu'on a appliqué ces règles, on va mettre en place un processus de gouvernance, c'est-à-dire qu'on va mettre de la récurrence dans les règles. Et donc, on va mettre en place des process, des workflows, et dès que des nouvelles données vont arriver, eh bien, elles seront automatiquement intégrées dans les processus de gouvernance. Alors, je ne vais pas détailler le contenu de ce qu'on voit sur l'écran là, mais simplement, voilà, pour chaque point à traiter, on a une solution et une approche. Et dans cette solution et dans cette approche, on a donc les fichiers control point, les données structurées SDM, et pour tout ce qui concerne la sauvegarde, ConnectedMX pour les PC, les Mac, etc., et Data Protector pour la partie serveur. D'accord? Et donc, l'intérêt de cette approche, c'est qu'on voit qu'à chaque étape, on a la possibilité de sauvegarder les données, soit tout, soit partie. Et donc, dans cette sauvegarde, on a la possibilité très facilement de trier les données entre données personnelles et données qui n'entrent pas dans le cadre de la GDPR. Et donc, appliquer des politiques de sauvegarde spécifiques à tout ce qui concerne les données, pour tout ce qui concerne les données personnelles. Alors, on a rajouté ce petit tableau-là qui va vous permettre de voir. Donc, à gauche, c'est les cas d'usage. Donc, c'est en fait les principaux cas qu'on voit dans le document de la RGPD. C'est identification des données personnelles. Alors, disposition justifiable, ça veut dire, voilà, c'est le fameux droit à l'oubli, donc supprimer et faire la preuve qu'on a supprimé. Alors, si les données sont en ligne, on a des solutions qui s'appellent Control Point et Structure Manager. Par contre, la RGPD s'applique aussi aux données protégées, aux données sauvegardées. Donc, on a tout ce qu'on vient de lister là, par exemple la disposition justifiable, on peut, comme on vient de le voir, comme vient de vous l'expliquer Alex, on peut l'appliquer aux données qui sont sauvegardées et donc qui ne sont pas en ligne. C'est vraiment le point clé de notre approche. On a une approche étape par étape, une démarche assez simple à mettre en œuvre, qui s'applique à la fois aux données en ligne et aux données qui ne sont pas en ligne, donc qui sont protégées, qui sont sauvegardées. Voilà, on a un petit peu débordé. Donc en termes alors d'abord, on vous remercie pour votre participation. Vous avez un lien
sur la présentation qui vous emmène sur tout l'environnement ConnectedMX. Vous avez nos adresses mail qui vont permettre de, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment qu'on vienne vous voir, faire des tests, faire un peu ce qu'on appelle du deep dive, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions? Alors, je vais essayer de lire les questions. Oups. Alors, oula. C'est un peu chaotique parce que... Vas-y. Alors Serge, les questions. La présentation sera-t-elle transmise par mail et si oui, grâce à votre solution? C'est une très très bonne remarque. Alors c'est possible, effectivement c'est possible. On le fera d'ailleurs, on le fera. On transmettra la présentation plus alors et les réponses aux questions qu'on n'aura pas pu fournir maintenant, on va les transmettre via cette solution-là. Pas de problème. Nouvelle question, quel est le volume de stockage? Alors, si c'est le volume de stockage pour les données sauvegardées, il n'y a pas de limite en fait. Alors, l'administrateur peut très bien définir une limite par utilisateur. Une limite soit en nombre de gigaoctets, soit en nombre de versions de fichiers, soit en nombre de fichiers, mais par défaut, il n'y a pas de limite. En gros, à chaque utilisateur, je peux accorder autant de gigaoctets que nécessaire pour le stockage. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on a fait pas mal d'études sur avec les algorithmes de réduction. En gros, in fine, alors il faut affiner avec les règles de conservation des données, mais en gros, 1 gigaoctet sur PC, ça correspond à 1 gigaoctet de stockage. C'est un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Donc, si sur votre PC, vous voulez sauvegarder, je ne sais pas, 50 gigas, eh ben, ça correspondra à peu près à 50 gigas de stockage. Linux est-il supporté? Linux pour installer la solution. C'est-à-dire pour installer la solution. Parce que en gros, c'est un accès de type via agent. Alors aujourd'hui, je vérifierai, mais aujourd'hui a priori c'est PC et Mac. Donc PC qui dit PC dit Windows et qui dit Mac dit iOS. Une autre question sur le mode de tarification. Est-ce que c'est au stockage, à l'utilisateur? Comment ça se passe? Alors, la tarification se fait par utilisateur et non pas au stockage. Et on va prendre... Est-il possible de n'utiliser les synchronisations que sur le matériel entreprise et éviter ainsi une synchronisation sur un poste personnel ou autre? J'ai un petit problème de synchronisation avec mon casque audio. Alors, je répète, est-il possible de n'autoriser les synchronisations que sur du matériel entreprise et éviter ainsi une synchronisation sur un poste personnel? Alors, la réponse c'est oui, parce qu'au moment où on définit les politiques de synchronisation, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la présentation, dans les systèmes vers lesquels on peut synchroniser. Comme c'est l'administrateur qui décide, voilà, l'administrateur peut décider, on ne synchronise que sur les PC, les Mac, tous les systèmes d'entreprise. Ça, on peut très bien empêcher. Autre question, en cas de perte de la clé de chiffrage par un utilisateur, comment faire pour décrypter les données stockées? Alors ça, c'est une question récurrente. En gros, la clé est associée à l'utilisateur. Donc, nous, ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est qu'on propose de gérer la clé de chiffrement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en gros, on va la gérer de manière complètement sécurisée, justement pour éviter ce genre de problème. Donc dans ces cas-là, on a tout un processus mis en place pour gérer cette clé-là et la restituer à l'utilisateur s'il la perd.
Mais évidemment, on s'engage évidemment à ne pas utiliser cette clé. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nouvelle question, j'ai vu le logo Office 365 dans votre slide sur les sources. Votre solution protège donc-elle toute la collection Office, SharePoint, OneNote, OneDrive, Outlook, etc. C'est une très bonne question. Je la note, là alors attendez. Alors OneDrive c'est un peu complexe parce que on est en plein dans la synchronisation et en fait on ne protège pas, on ne sauvegarde pas les données qui sont sur des montages ou sur des périphériques réseau. Et OneDrive correspond un peu à un périphérique réseau. On va détailler la réponse dans le mail qu'on va vous envoyer via ConnectDMX. Nouvelle question, géographiquement, les données sont où? Alors, géographiquement, les données sont dans des data centers Amazon avec lesquels on a un contrat, c'est-à-dire qu'elles sont aujourd'hui, c'est soit aux États-Unis, soit en Angleterre, sachant qu'on peut très bien décider de les stocker en Europe, donc en Angleterre. Donc dès que Amazon donnera accès à des data centers qui seront plus, c'est-à-dire en France, évidemment, on basculera sur ces data centers-là. Mais aujourd'hui, on a une certaine, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une souveraineté des données, mais une souveraineté au niveau européen, et on peut assurer que les données sont au moins en Europe, donc en Angleterre. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Alors les autres questions, on va les prendre en compte, ne vous inquiétez pas, et on y répondra dans le compte rendu qu'on va vous envoyer en y associant la présentation et le lien pour le replay. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre participation et on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Bonne journée!